Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le wombat a la particularité de produire des excréments en forme cubique. Ce super pouvoir de faire caca carré serait en fait dû à la configuration unique de ses intestins. Voilà, on commence donc cette nouvelle série avec la meilleure anecdote. Le saviez-vous? À l'heure actuelle, il y a presque eu 2 fois plus d'hommes qui ont marché sur la Lune que d'hommes qui ont atteint le fond de la fosse des Mariannes. 12 hommes ayant posé le pied sur le sol lunaire, situé à plus de 384 000 km de la Terre, entre 1969 et 1972, tandis que 7 hommes seulement ont atteint le fond de la fosse des Mariannes, le dénommé Challenger Deep, situé à près de 11 km de profondeur. Tout d'abord, les premiers explorateurs à avoir atteint l'exploit en 1960, Jacques Piccard et Don Walsh, à bord du bathyscaphe Trieste, puis plus de 50 ans plus tard, en 2012, le réalisateur James Cameron, à qui l'on doit Abyss, Titanic et Avatar, ceux à bord du Deep Sea Challenger, l'explorateur Victor Vescovo, en 2019, qui détient à ce jour le record de profondeur à 10 927 mètres, et enfin, en 2020, une expédition chinoise de 2 hommes et une femme à bord du Fen-12. Oui, j'ai pas leur nom. Première expédition qui a pu retransmettre des images en direct de la fosse. Pour descendre, sachez qu'il faut entre 4 et 5 heures afin d'atteindre cette profondeur et que la pression y est d'environ 1100 kg par cm², autrement dit environ 1000 fois plus élevée qu'à la surface. Mais malgré ces conditions extrêmes, il faut savoir que les chercheurs y ont malgré tout trouvé de la vie, notamment des amphipodes qui avaient des microplastiques dans leurs intestins. Et oui, car bien que situé au point connu le plus profond de la planète, en plus des animaux, il a été découvert entre autres choses un sac plastique et des emballages de bonbons. Le saviez-vous? En 2023, pour ses 95 ans, le personnage de Mickey Mouse devrait enfin rentrer dans le domaine public. À la base, la loi sur les droits d'auteur aux États-Unis ne prévoyait en fait qu'une protection sur 56 ans, ce qui fait au passage que quasiment tous les personnages de la pop culture aujourd'hui seraient libres de droit. Mais Disney avait en fait réussi à faire pression pour prolonger les droits d'auteur à 75 ans, ce pour les œuvres créées après 1922. Ce qui tombait plutôt bien puisque la Walt Disney Company avait été créée en 1923. Sauf qu'en 2003, à la fin de ses 75 ans, Disney avait de nouveau réussi à faire pression et prolonger ce délai de 20 ans, le mettant ainsi à 95 ans. La loi avait d'ailleurs pris péjorativement le nom de Mickey Mouse Protection Act au vu de la pression de Disney. Mais arrivant à terme, pour la deuxième fois, en 2023, Mickey rentrera enfin dans le domaine public. Enfin du moins dans sa version de Steamboat Willie parue en 1928, c'est-à-dire celle d'un Mickey sans gants et en noir et blanc. Pour avoir la version avec gants, il faudra attendre 1 an de plus, puisque sa première apparition avec des gants date de 1929, dans The Opera House, enfin l'opéra en français. Concernant la couleur, ce sera pour 2030, date de la sortie de The Band Concert, quelle action une fois de plus. Et enfin pour la version moderne que l'on connaît aujourd'hui, là ce sera pour 2034, puisque la version moderne que l'on connaît de Mickey est parue en 1939 dans Mickey Surprise Party. Enfin, sauf si Disney a réussi de nouveau à faire changer la législation d'ici là et à faire encore allonger ses droits d'auteur, qui dépasseront le siècle. Le saviez-vous? La chaîne a 9 ans d'existence. Ouais! Toujours pas franchi les 300 000 abonnés. Le saviez-vous? En avril 2021, Sina Estavi, un entrepreneur dans les crypto-monnaies, avait acheté le tout premier tweet de l'histoire en NFT. Ce pour le prix quelque peu élevé, pour ne pas dire astronomique, de 2,9 millions de dollars. Expliquant qu'il était sûr de son investissement, qu'il avait comparé à une Mona Lisa numérique, qui était pour lui une pièce de l'histoire de l'humanité, et que cette pièce ne pouvait que prendre de la valeur. Déclarant dans une interview accordée à la BBC à cette occasion, qui sait combien ce tweet vaudra dans 50 ans. Eh bien, 1 an plus tard, en avril 2022, il a déjà eu la réponse, puisque remis en vente pour 48 millions de dollars, c'est bien, il y a de l'espoir, avec tout de même la promesse que la moitié des gains seraient reversés à une association caritative, enfin il a quand même beaucoup d'espoir, la meilleure offre a été de 3000 $. Offre qui a bien évidemment été refusée, mais ce n'était peut-être pas le meilleur des plans, puisqu'en réalité la chute libre continue, une proposition ayant pour exemple été faite à 0,034 TH il y a 3 mois, soit 5,35 $. Je me suis littéralement fait plus en vendant mes propres NFT. Le saviez-vous? L'auto-polo était un sport où on pratiquait du polo sur des autos, tout son nom. Inventé au début du XXe siècle aux États-Unis, un pilote et un manieur de maillet en tandem, dans des équipes de 1 à 2 automobiles, devaient en fait envoyer une balle de la taille d'un ballon de basket dans le but de l'équipe adverse d'une envergure de 5 mètres signalée par 2 poteaux. Avec pour arbitrer le match, parce que oui, il y avait tout de même des règles, un arbitre qui se déplaçait à pied. Source de nombreux accidents et de spectacles,
Les années passant, on en arriva à un point où l'objectif officiel et original du jeu finit par être carrément relégué au second plan, puisque les participants n'essayaient en fait même plus de marquer des points, mais de directement détruire les voitures de leurs adversaires, ce afin de gagner par défaut. Si vous voulez en savoir plus sur ce sport et sur bien d'autres du même genre, je vous invite cordialement à aller voir ma vidéo sur le sujet. Et oui, je fais de l'autopromotion, il n'y a pas de petit profit. Le saviez-vous? Le village de Barcus, dans les Pyrénées-Atlantiques, conteste depuis plus de 150 ans la possession de l'île de Floréana dans l'océan Pacifique. Au début du 19e siècle, un certain Léon Utuburu, né en 1803 dans le village de Barcus, avait décidé à l'âge de 20 ans de se rendre en Équateur où il avait fait fortune, en devenant tour à tour négociant, banquier, puis créancier, prêtant des sommes d'argent à des personnalités politiques telles que Simon Bolivar ou encore le général José de Villamil. Général de Villamil, qui est source de notre histoire, avait en fait posé un problème à Léon. Il ne pouvait rembourser ses dettes. Pour remédier à cela, il avait alors cédé à Léon ses possessions de Floréana, qui constituaient les 2/5 de l'île alors déserte. Les deux parties mis d'accord, Léon était finalement rentré entre deux, s'installer en France en 1853. Mais, problème, 7 ans plus tard, quand Villamil, alors vieillissant, se tâcha de régler les questions de succession avec ses enfants et son débiteur, avec lequel il avait échangé des lettres et s'était mis d'accord pour le prix de vente de ses terres, ce dernier avait dû fuir son pays en raison de troubles internes et s'expatrier au Pérou, retardant ainsi la vente des terres pour le remboursement de sa dette. Une vente retardée indéfiniment pour le coup, car Léon de son côté mourut à la même période le 8 novembre 1860, en léguant au passage tous ses biens au bureau de bienfaisance de son village natal de Barcus. Village qui hérita donc de l'île, enfin du paiement non fait pour être plus précis, mais qui ne put cependant jamais récupérer celle-ci, puisque cette dernière fut contestée tour à tour par les descendants du général puis le gouvernement équatorien. Cela fait que le village de Barcus revendique ainsi toujours cette île où aujourd'hui une centaine de personnes habitent. La dernière tentative officielle pour récupérer ces dernières datant de 1970. Le saviez-vous? Depuis cette année, on est en 2022 si jamais vous regardez cette vidéo dans le futur, le Canada possède pour la première fois de son histoire une frontière terrestre avec le Danemark. Mais où cela me direz-vous? Eh bien elle est située sur ce bout de caillou d'1,3 km² qu'est l'île Hans. Une île située entre le Canada et le Groenland qui était disputée par les deux pays. En 1973, les deux pays avaient signé un traité définissant leurs frontières maritimes communes. Mais ils n'avaient en fait pas réglé la question de cette île située pile au milieu. Le Danemark clamant être en ses pleins droits car l'ayant découverte en 1852, tandis que le Canada clamait qu'elle avait été découverte par un explorateur britannique. Une revendication qui avait même donné lieu à une guerre, enfin façon de parler, la guerre du whisky. Démarrée en 1984, quand le ministre danois des Affaires du Groenland avait dressé un drapeau danois sur l'île, avec à son pied une bouteille de schnapps danois et une note souhaitant la bienvenue sur l'île danoise. En représailles, le Canada avait à son tour laissé une bouteille avant que le Danemark repasse derrière, et ainsi de suite, chaque pays laissant à son tour une bouteille d'un alcool national sur l'île, avec de temps à autre un petit drapeau. Il aura ainsi fallu attendre le 14 juin 2022 pour que la question soit enfin définitivement réglée entre les deux pays, et que le conflit prenne fin. Comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont tout simplement tracé une frontière en plein milieu de l'île. 39 ans de conflit alcoolisé pour ça, le saviez-vous? La population de Corée du Sud pourrait bien prochainement rajeunir d'1 an. Et non, ce n'est pas la nouvelle crème de chez Nivea, c'est une mesure que prévoit de prendre le nouveau président Yoon Suk-yeol, un ancien procureur général investi dans sa fonction moins d'1 an seulement après s'être lancé en politique. Pourquoi cela? Alors, accrochez-vous, ça va être un peu compliqué. En fait, en Corée du Sud, vous êtes considéré comme un enfant d'1 an au moment même de votre naissance, car le temps passé dans l'utérus est en fait compté dans votre âge. Bien que vous n'y ayez pas réellement passé un an, mais passons. Mais parce que c'était trop simple, vous ne vieillissez en fait pas 1 an après le jour de votre naissance, mais après le jour de l'an. Donc du coup, pour un peu que vous êtes né un 31 décembre, vous aurez donc automatiquement 2 ans dès le lendemain. J'espère que vous suivez toujours. Pour compliquer encore les choses, il est cependant aussi possible de passer par un autre système de notation d'âge et d'être considéré comme ayant 0 ans, ce au moment de votre naissance. Mais le fait de prendre 1 an à chaque jour du nouvel an, plutôt que le jour de votre naissance, ne changeant cependant pas, créant ainsi quelques disparités et complications entre les âges de tout à chacun. Ce système de notation remontant en fait à la Chine ancienne, où on utilisait un système de numération ordinale au lieu de cardinal. C'est-à-dire un système où le 0 n'existait pas, donc du coup, point de 0,1 possible.
la pratique de ce système étant restée pour les naissances par tradition en Corée du Sud. Créant donc un décalage avec une grande partie du monde, ce système crée aussi des complications d'ordre financier, de par les différents calculs de l'âge légal et social existant, qui créent, je cite, une confusion persistante et des coûts sociaux et économiques inutiles. En conséquence de tout ça, le nouveau président a donc prévu de rajeunir la population d'1 an afin de ramener l'âge de la naissance de tout le monde à 0 ans. Et je suppose que ça ne s'appliquera pas à ceux qui avaient adopté l'autre système pour avoir déjà 0 ans à leur naissance, parce que sinon ça va être très compliqué. Par exemple, pour ceux qui sont nés cette année, ça fera des enfants de moins 1 an. Le saviez-vous? Ce mois-ci, nous sommes en août 2022 pour les gens qui regardent une fois de plus cette vidéo dans le futur, a été lancée au Japon l'opération Sake Viva. Son but? Faire boire plus d'alcool aux jeunes japonais afin de rapporter plus d'argent aux caisses de l'État. L'opération ayant en fait été lancée par le fisc nippon afin de récupérer de l'argent où il peut. Car depuis 1995 à 2020, la consommation d'alcool dans le pays a chuté de 100 à 75 litres par adulte. Tandis que les recettes fiscales sur l'alcool sont passées de 5% en 1980 à 1,7% seulement en 2020. Faisant donc un gros manque à gagner. Un concours a donc été aussi lancé dans cette nouvelle campagne du fisc. Son but est bien trouver un slogan ou des idées afin de rendre l'alcool plus attractif chez les 20 à 39 ans. Face aux critiques que suscite l'opération, le gouvernement japonais a simplement répondu qu'il fallait consommer, mais avec modération. Le saviez-vous? DALL-E 2 est une IA super puissante qui vous permet de créer des images avec de simples phrases. Actuellement en bêta, j'ai pu avoir un accès en avant-première et j'en ai profité pour générer vos phrases. Allez voir ma vidéo sur le sujet. Et oui, je fais de l'autopromotion, y a pas de petit profit. J'ai une sensation de déjà lu. Si néanmoins vous ne pouvez pas attendre la sortie du 2, sachez que la première version DALL-E Mini est aujourd'hui disponible gratuitement sur le net. Et les résultats sont quelque peu moins réussis et aléatoires. Le saviez-vous? Julien Lepers, en plus de son rôle d'animateur devenu célèbre via l'émission Question pour un champion, est aussi un auteur, compositeur et interprète. Pouvoir retenir le temps et dire tout bas. Celui-ci ayant entre autres enregistré 2 45 tours en 1978 et 79, avec des hits tels que Je t'aime trop, Pleure sous la pluie, ou encore De retour de vacances. Des titres interprétés en vidéo dans des clips légendaires aujourd'hui disponibles sur YouTube, où on peut le voir par exemple démarrer avec toute maîtrise après le début du playback. Ou encore chanter de sa voix la plus mélodieuse « Aime-moi » devant un gendarme. Comme quoi. Un grand merci aux donateurs de ce mois-ci, enfin du mois dernier. Un grand merci donc à Célia, Treller, Merlin Goulet, Nibor63, Astropong, Popov, Zoarion, Amrosi, Caloutre, Anthony C, Citronail, Varkoga et enfin Elliot V. Ah, et n'oubliez pas, j'ai de nouveaux t-shirts en vente, le lien est dans la description.